En fait, c'est pas si difficile. Ça paraît simple d'y répondre au début, parce que la plupart des gens disent oui. Mais là, j'ai pas entendu beaucoup de oui, en tout cas, convaincus. Ici, des gens ont la tête sur les épaules. Ouais, donc là, il y a des connaisseurs, on peut pas piéger les gens ici. C'est plus difficile que d'habitude. Par rapport à l'ouest, oui. Par rapport à l'est, non. Bah oui, c'est ça, comme dit Jean-Georges, c'est que ça dépend par rapport à qui on se compare. Et en fait, on a un problème depuis 10 ans, c'est que l'INSEE a arrêté de faire des publications régionales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10-15 ans, quand on ouvrait le journal, il y avait toujours une page, voire une double page entière sur l'état de l'économie alsacienne quand l'INSEE faisait son grand bilan annuel. Aujourd'hui, elle est passée où, cette grande page ? Il n'y en a plus ? Oui, Grand Est, mais Grand Est, ils ne font pas une page entière, ils font juste un petit filet dans un coin. Ouais. Et alors, où est passée l'information ? En fait, l'INSEE ne fait plus les chiffres sur l'Alsace, donc on a perdu finalement la visibilité. Et moi, dans mon nouveau travail, c'était d'essayer de reconstituer les pièces du puzzle. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver les infos auprès d'Eurostat, auprès des instituts statistiques du canton de Bâle, qui est beaucoup plus performant que ce qu'on fait en France maintenant aujourd'hui, etc. Avec donc différentes sources, on arrive à reconstituer un peu ce qui s'est passé après 2015. Et pour certaines, on ne peut pas trop, il faut voir un peu ce qui s'est passé avant. Mais moi, je trouve que pour beaucoup d'Alsaciens sont passifs, et c'est le constat que vous faites peut-être aussi. On se dit, on est quand même assez nombreux dans cette salle, hein, ouais, elle est quand même bien remplie, mais on se dit, il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui suivent un peu l'Alsace de loin. Ils sont peut-être souvent d'accord avec l'idée qu'il faut faire quelque chose pour l'Alsace, mais c'est pas très construit. Et pour beaucoup de gens, il n'y a pas de problème finalement, parce qu'on vit quand même toujours bien, on a toujours une région prospère. Et si tout va bien, pourquoi est-ce qu'on devrait changer quelque chose finalement ? Voilà. Et moi, mon constat, c'était de dire, mais peut-être que la situation, elle n'est pas aussi bonne que ça. Et en fait, à l'université de Strasbourg, je parle, à la fac de sciences éco, on savait déjà qu'il y avait des fragilités économiques par des publications qui ont été faites en 2009 et en 2011 sur l'innovation en Alsace et à Strasbourg. Et on voyait qu'on était en train de s'affaiblir par rapport au reste de la France. Voilà. Je ne parle même pas par rapport à l'Allemagne et à la Suisse, là on est complètement décroché, mais même par rapport à la moyenne française, on se retrouve finalement en dessous. Et ça, c'était un peu bizarre. Et on avait ces premiers signaux un peu faibles, on va dire, que personne n'a vus, déjà il y a 15 ans à peu près. Alors ça date déjà d'avant la fusion des régions. Et j'ai appelé ça, dans mon nouveau travail, un processus d'érosion silencieuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grande crise économique en Alsace qu'il n'y aurait pas eu ailleurs. C'est que chaque année, on fait un tout petit peu moins bien que les autres. Mais au bout de 25 ans, ça commence à se voir. Et là, quand on donne les chiffres, on voit qu'il y a un vrai problème. Donc ça, c'était un peu mon constat du début, c'était d'arriver à reconstituer ce qui s'est passé après de 2015. Et on voit très bien que depuis la fusion des régions, c'est une décennie de déclin en plus. Hein. Ouais, donc l'Alsace, on est en train de coincer. Bon là, je donne un certain nombre de données sur le PIB, le taux de chômage, etc., qui montrent ça. Et parfois, les Strasbourgeois peuvent être un peu arrogants aussi. Je veux le dire, enfin, moi je suis un Santos de Haguenau, hein. Je ne suis pas que Strasbourgeois, mais moi j'ai travaillé aussi. Ah, il y en a d'autres également ici. Ça. Et on se dit, bon, ben voilà, il y a les pauvres Mulhousiens, ouais, il y a des gens aussi de Mulhouse. Hein, ceux-là, bon, ils sont irrécupérables, c'est fichu, mais nous, Strasbourg, de toute façon, on n'a rien à voir avec Mulhouse, on est la capitale de l'Europe, alors nous, tout va bien quand même. Hein. En plus, on est une sorte de chef-lieu, on a un préfet du Grand Est chez nous, donc c'est vraiment super. Hein. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans les statistiques, en fait, c'est que les Strasbourg, ça va mal aussi. Hein. Et en fait, je dirais que c'est même Haguenau, Molsheim, Sélestat, c'est là où il y a le plein emploi. Hein. Mais on va à Strasbourg, c'est plus le cas. Ouais. Et quand on compare Strasbourg avec les villes allemandes en face, ça fait mal aussi. Donc la comparaison Mulhouse-Bâle, celle-là, elle est douloureuse, mais il ne faut pas croire que à Strasbourg, tout va bien. C'est là où la pauvreté a également beaucoup augmenté. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les inégalités augmente aussi plus rapidement en Alsace que dans le reste de la France. On était plus égalitaire que le reste de la France avant, mais ça c'est un peu terminé aussi. On a le même niveau d'inégalité aujourd'hui. Donc en termes de richesse, on est à peu près dans ces constats-là. Et puis après, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait pour redresser la barre, hein. Ouais. Et c'est là peut-être que l'autonomie régionale peut nous aider. Mais voilà. Avant ça, en fait,
en lisant ton livre, il y a une autre chose que tu mentionnes qui peut être surprenant, c'est que tu dis la position transfrontalière de l'Alsace, qu'on considère en général comme un atout, comme une force. En fait, non, structurellement, une région transfrontalière, une région frontalière a des handicaps structurels, parce que on a un marché qui n'est pas 360 degrés, mais à moins. On a des infrastructures qu'on n'arrive pas à rentabiliser sur une population comme si on avait justement une ouverture à 360 degrés. On a des normes d'un côté, d'autres normes d'autre côté qui rendent difficile la vie, la circulation. Donc, on a des handicaps à surmonter. Ça, pour moi aussi, c'est nouveau comme idée, c'est assez iconoclaste comme idée, et ça relève donc la difficulté à assurer cette richesse. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que j'avais fait un chapitre que j'ai appelé les ratés de la coopération transfrontalière, parce que je désigne le Rhin en fait comme un mur invisible. On a l'impression qu'avec l'Union européenne, on a effacé les frontières. Et en fait, il y a des études qui montrent que toutes les zones frontalières en Europe, généralement, ont des pertes de richesse à cause des différences de normes qu'il y a entre les pays. Et qu'elles sont les plus fortes dans le Rhin supérieur, plus fortes que dans les autres endroits d'Europe. Ça, c'est des économistes de l'Université de Milan qui avaient fait ça. Alors, on peut se dire... on a un conseil du Rhin supérieur, donc il doit remédier à ça. Oui, mais justement, si on a fait ces espèces de groupements européens, de coopération transfrontalière, si l'Union européenne met en place un peu des fonds pour les projets transfrontaliers, c'est justement parce qu'on sait qu'il y a des frontières, en fait, sont c'est problématique. Voilà. Ce sont des freins. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, mais c'est vrai que si on faisait un peu l'histoire autrement, il aurait mieux valu peut-être que la frontière soit sur les Vosges ou sur la forêt noire qu'au milieu du Rhin, en fait. Non, mais c'est problématique. Si tout le Rhin supérieur appartenait à un même pays, on n'aurait pas tous ces blocages frontaliers et peut-être la situation serait meilleure. Mais bon, déplacer la frontière, c'est un peu compliqué. Il y a déjà eu des guerres qui ont fait ça, donc on va peut-être pas retourner là-dedans. Donc, voilà. Ben oui, c'était le cas en 1970-1918, une grande période de prospérité. Et là, du coup, oui, cet aspect frontalier est problématique. Et je trouve que, souvent, quand on parle de coopération transfrontalière en Alsace, on se voit la face aussi. Parce qu'on se dit, regarde, dès maintenant, on fait un parcours de vélo qui permet de passer de Wissembourg dans le Pfalz, etc. Et puis on fait des événements annuels avec des drapeaux français et allemands. Et tout ça, c'est très sympa. Mais dès qu'on est dans du lourd, qu'il s'agit de mettre des taxes sur les poids lourds pour les refourguer de l'autre côté de la frontière, et avec des dizaines de millions d'euros en jeu, là, il n'y a plus de coopération. Là, les Allemands, ils mettent leurs taxes et tant pis s'ils nous refourguent les camions. Et quand ils ont décidé de l'augmenter récemment très fortement, ils n'ont jamais consulté ni Frédéric Bierry, ni nos élus pour savoir ce qu'on en pensait chez nous. Ils nous refourguent des camions. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas discuter avec eux. Nous, on dit, nous, on va mettre une taxe pour que les camions ils restent du coup quand même sur l'A5 en Allemagne. Donc, je dirais, dès qu'on est dans des dossiers lourds, la coopération, elle s'évanouit. Parce que chaque État défend son beefsteak, d'une part. C'est aussi le manque de pouvoir décider localement. On sait que si on n'a pas une collectivité avec un vrai statut et des budgets comme on a dans les Länder en Allemagne, il faut trouver l'argent ailleurs. Donc l'argent, il est au niveau de l'État. Donc il faut convaincre l'État de venir nous financer des rénovations de lignes ferroviaires entre Colmar et Freiburg. Et l'État français, c'est pas du tout la priorité pour lui. Même si c'est inscrit dans les missing links au niveau de l'UE, l'UE n'a pas non plus les budgets. C'est au niveau de l'État qui sont. Donc tous ces projets, on voit bien, ils n'avancent pas. On nous promettait la réouverture de ces lignes déjà il y a des années. Et puis je suis sûr que dans 20 ans, ça ne sera toujours pas fait. Et tout ça, ça bloque. Un autre point, peut-être un peu anecdotique, mais pas tellement, à l'heure où on parle d'évaluer la CEA, tu mentionnes que la CEA avait dès le début ce rôle de chef de file sur les sujets transfrontaliers, mais en fait, le schéma alsacien de coopération transfrontalière de la CEA doit s'inscrire dans celui du Grand Est. Oui, absolument. Moi, je suis aussi membre du CODEV de la CEA, donc je suis évidemment toutes ces publications, les schémas, on avait rendu des avis. Mais en fait, le truc, c'est qu'on permet de faire des schémas, mais sans qu'il y ait les moyens non plus derrière.
Même si la CEA fait son schéma toute seule, je veux dire, à quoi ça sert finalement de faire ces schémas s'il n'y a pas les moyens de les appliquer? Ouais. Et on voit bien d'ailleurs que si on regarde toutes les mesures, c'est à chaque fois des petits trucs de coopération. On va mieux échanger les informations avec les voisins allemands, des choses comme ça, mais il n'y a jamais de dossier lourd à financer. Là c'est vide à ce niveau-là. Donc on voit bien que ça ne peut pas répondre aux enjeux. Okay. Donc, encore une fois, là, il faut des compétences pour l'institution régionale. Ouais, mais alors on peut évaluer la CEA si on veut. Le gouvernement dit qu'il faut faire une mission pour évaluer. Mais à vrai dire, c'est un nouveau statut qu'il faut, un nouveau projet de collectivité. C'est ça qu'il faut évaluer plutôt que ce qui est existant. Ensuite, moi, ce qui m'étonne un peu de la part du gouvernement, et je pense qu'on peut avoir un peu une confiance limitée aujourd'hui dans ce processus, c'est que ça fait depuis des années, et Robert Herzog notamment a fait des demandes répétées au niveau de l'État pour avoir une évaluation de la fusion des régions, par exemple. Et à chaque fois, l'État a dit non, pas besoin de le faire, on connaît de toute façon les résultats, on sait de toute façon que ça ne marche pas, et ça, on n'a pas besoin de le faire. Et maintenant, d'un coup, il faut faire une mission d'évaluation. Alors pourquoi est-ce qu'on avait déjà 10 ans pour le faire, on ne l'a pas fait? Et l'État, ce qu'il disait, c'est oui, mais votre dossier alsacien, finalement, on le fera, mais soyez patient, mais il n'est pas si important, on a des choses plus importantes à faire. Donc on n'a pas évalué, et on a repoussé l'examen du dossier Alsace auprès du gouvernement, sous prétexte que ce n'était pas important. Et maintenant, le gouvernement nous dit, attendez, on ne peut pas mettre tout de suite la loi au Sénat. C'est tellement important qu'il faut d'abord être sûr il faut faire des évaluations. Alors moi, je ne sais pas, alors soit c'est important, soit ça ne l'est pas. Mais avant, on disait que ce n'était pas important pour ne pas examiner les choses, et maintenant on dit que c'est trop important, alors on ne peut pas les examiner non plus. Alors moi, je pense que derrière, évidemment, c'est des stratégies pour gagner du temps. J'espère que l'IGA fera un bon travail, mais j'ai quand même, moi, quelques doutes. On sait que c'est le ministère de l'Intérieur qui met en place ces évaluations. Donc ça, c'est dépendant de l'État. C'est pas comme la Cour des comptes, qui est quand même juste un statut indépendant. Donc, qu'est-ce qui va être concrètement fait derrière? Qui on va auditionner? Ils vont auditionner des administratifs, des élus. Est-ce qu'on va auditionner aussi des universitaires dans ce processus? On verra. Donc, moi, j'essaierai d'une certaine manière de prendre contact avec cette mission. Peut-être que le travail sera bien fait, et il faut qu'il soit bien fait. Mais disons, les signaux, les raisons pour lesquelles on lance tout ça, ça me paraît quand même un peu assez évasif. Hein. Et douteux. Bien. Alors tu parlais au début d'innovation et de manque ou de baisse dans l'innovation, que tu mets en relation avec le fait que nous avons peu d'entreprises ayant leur siège social en Alsace, ce qui se justifie, argument qui se justifie par le fait que c'est autour des sièges sociaux que sont en général établis les centres de développement, les centres de recherche et d'innovation. Effectivement, on a très peu d'entreprises. Tu mentionnes Soprema, qui est une très belle entreprise qui a son siège social à Strasbourg, qui est exemplaire, mais qui est malheureusement plutôt une exception. Et tu fais le lien, là aussi, avec la structure politique hyper centralisée à Paris, qui amène les entreprises, effectivement, à s'établir plutôt en région parisienne. Et ça, c'est démontré économiquement, des études qui montrent ça. Ah oui, absolument, hein, parce que quand on regarde combien d'entreprises du CAC 40 qui ont leur siège en Alsace? Aucune, hein, voilà. Il y a quand même le Crédit Mutuel qui est grand, qui a son siège, mais attention, hein, tout ce qui concerne la gestion de fonds et tout ça, c'est au centre de Paris, hein, tout n'est pas à Strasbourg non plus, même s'il y a le siège. Non, il y en a aucune, hein, donc on sait que Paris concentre tous les sièges d'entreprises en France. Et ça, c'est un peu toutes les autres zones qui en sont victimes. Mais nous, on a peu de sièges, parce que peut-être qu'on est devenu aussi un peu dépendant. Alors, c'était une bonne chose que tous les Américains, les Allemands, bien sûr, les Suisses, et aussi les Japonais, il y a quelque temps, mais bon, maintenant, ils sont repartis, la plupart d'entre eux, sont venus investir ici. Mais du coup, c'est vrai que ça a peut-être un peu substitué notre propre capitalisme alsacien. Parce que quand on regarde dans l'histoire, elle est très riche. Il y avait tous ces entrepreneurs mulhousiens, si on a parlé de Mulhouse avant, qui étaient prospères, hein, les Manchester français. Et dans le nord de l'Alsace, on avait évidemment les deux Dietrich. Mais ils sont où nos deux Dietrich d'aujourd'hui alsaciens? Quel entrepreneur en Alsace serait capable de dire bon, on va racheter le Racing Club de Strasbourg et on va investir dedans, etc. Non, on doit faire appel à des fonds d'investissement américains
il n'y a personne qui est capable de porter ça. Donc en fait, on est devenu un peu peut-être des sous-traitants ou une succursale des entreprises allemandes et américaines qui sont plutôt de qualité, qui ont investi quand même sur le long terme, donc ça nous a donné des emplois, nous a permis de ne pas avoir trop de chômage. Mais derrière, la recherche, le développement, souvent, il n'est pas fait en Alsace. Et à force de ne pas le faire, eh ben, au fil des années, on finit par s'effriter quand même. Okay. Oui, parce que ces investissements étrangers sont essentiellement dans des centres de production où on ne fait que de la production et on est dépendant de ce qui est décidé ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les dépenses de recherche et de développement privé des entreprises en Alsace sont inférieures à la moyenne française, européenne, et très 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 inférieures à ce qui se fait à Karlsruhe ou à Bâle. Okay. Donc tu conclus que pour y remédier, il faut qu'on ait plus de compétences, plus de pouvoir localement pour effectivement pouvoir prendre en main des sujets de façon plus pertinente et en pouvant décider localement de politiques donc transfrontalières, mais aussi dans le domaine de l'innovation, de mettre en place des institutions chez nous en Alsace. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'ont montré les économistes, vous avez les prix Nobel de 2024 avec Acemoglu, Robinson, avaient montré que s'il y a des régions plus riches que d'autres, c'est tout simplement une histoire des qualités de la structure des institutions publiques qu'on va mettre en place. Et si on regarde la France par rapport aux autres pays, si on prend l'Allemagne, évidemment, la Suisse, ça on a l'habitude de regarder, mais si on regarde un peu l'Espagne qui s'est fortement régionalisée déjà auparavant et l'Italie qui s'est aussi beaucoup régionalisée, eh ben on voit que le pays qui souffre le plus, c'est bien la France. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis l'année dernière, le PIB par habitant en Italie a dépassé celui de la France. Donc ça, c'était jamais arrivé depuis l'histoire des 70 années de statistiques de PIB qu'on a, c'est quelque chose de nouveau. Et pareil pour l'Espagne, est un pays qui est en plein développement actuellement. Donc on a l'impression que la France est un peu en décalage par rapport aux autres pays. Et justement, ce système très centralisé en France, il est toxique pour l'économie et encore plus toxique pour les régions qui ont besoin de politiques particulières, comme on sait qu'il y a le bassin rhénan. Et vous avez peut-être vu à l'Assemblée nationale ou dans certains médias, mon nom a été cité un certain nombre de reprises, mais c'est toujours pour dire on pourrait faire 100 millions d'euros d'économie si on faisait la collective unique parce qu'on simplifie le millefeuille. Alors c'est vrai que j'ai fait une étude que je reprends un peu dans mon nouveau livre où je détaille un peu mes chiffres de calcul, mais ça c'est qu'une partie marginale en fait de mon travail. L'essentiel du projet alsacien, c'est ok, c'est bien si on fait des économies comme ça, mais c'est de pouvoir gérer. Moi je pense notamment au système d'éducation, de santé. Le Nobel d'économie Philippe Aghion 2025, c'est ce qu'il propose pour la France. Il propose de décentraliser radicalement les systèmes d'éducation et de santé. Donc j'ai repris moi ces travaux-là, mais pour appliquer à l'échelle alsacienne et remettre un peu tout ce qui est les reins supérieurs dans nos cursus. Alors moi je vais vous le dire à titre personnel, j'enseigne dans plusieurs établissements du supérieur à Strasbourg et j'enseignais également dans des cursus transfrontaliers. Les étudiants sont en cours à Strasbourg, mais ils font leur apprentissage en Allemagne. Donc je faisais des cours spécialement d'économie rhénane. Tout ça, ça a disparu, que ce soit l'université, la CCI. Les cours ont été enlevés, il n'y a plus assez d'étudiants, etc. Tout ça, ça s'effrite. Il n'y a plus les financements, donc il y a des choses qui disparaissent. Et pour moi, ça va vraiment dans le mauvais sens. C'est assez catastrophique comme évolution. Donc il faut réanalyser également notre éducation. Comment ça se fait que quand je parle à mes étudiants d'Albert Schweitzer, ils le découvrent tous, quasiment. La plupart n'ont jamais entendu parler d'Albert Schweitzer. Et ils me demandent ce que c'est que le Rhin supérieur. Quand ils voient la carte, ils n'ont jamais vu cette carte quand ils arrivent. Donc, pour moi, il y a un gros problème. Si on ne comprend même pas l'environnement dans lequel on évolue, comment est-ce qu'on peut mettre en place des projets ? Parce que c'est bien beau d'apprendre toutes les provinces chinoises, etc. C'est très intéressant. Mais nous, on n'est pas chinois. Si on a des projets, ce sera avant tout ici qu'on va les faire et nos jeunes qui vont les faire. Donc, pour moi, l'éducation, elle est vraiment hors sol. Et justement, le fait de régionaliser ces systèmes-là permet d'ancrer tout ça dans une réalité. Pareil pour la santé, pareil pour la gestion de l'environnement. Si on avait été un pays vraiment régionalisé avec un fort pouvoir local, peut-être qu'on n'aurait jamais enfoui des déchets juste sur la plus grande nappe phréatique, la plus grande réserve d'eau potable d'Europe. La Stocamine, c'est vraiment la diffusion top-down typique.
Et donc là aussi, on a des enjeux au niveau de la nappe phréatique. Les Allemands la préservent mieux que nous, la pollution aux pesticides, etc. Mais eux, ils agissent au niveau du land et des communes. Hein. Alors que nous, on a toutes les agences étatiques, rameuses, etc. qui interviennent. C'est tout un millefeuille. Et on voit qu'on n'arrive pas à avancer avec les agriculteurs. Enfin, il y a des avancées quand même, mais elles sont plus lentes chez nous. Et donc c'est pour tous ces dossiers-là, on serait beaucoup plus efficace avec plus d'autonomie régionale. Et c'est pour ça que j'ai une grosse partie sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Ouais. D'accord. Alors, donc tu mentionnes effectivement qu'il y a plusieurs prix Nobel qui préconisent des changements de gouvernance. Et ça, à Paris, ça n'arrive pas. Ça... Non, mais je pense que c'est pas qu'à Paris, c'est partout en France. Hein. Je veux dire, pour moi, ma grande référence, je fais ma thèse en économie de l'environnement à la base. Et ma grande référence, c'est Elinor Ostrom, c'est la première femme au monde à avoir un prix Nobel d'économie. C'était en 2009 déjà, elle est décédée en 2011. Et moi, j'ai travaillé, mes travaux s'inspiraient d'elle, hein. J'ai longtemps travaillé sur ces modèles-là. Et aujourd'hui, c'est l'économiste la plus citée au monde dans les travaux académiques. 3000 articles de recherche par an citent ses propres travaux, encore aujourd'hui. Mais j'ai déjà discuté avec des... Comment le nom Elinor Ostrom. Donc j'utilise également dans cette partie sur la décentralisation des politiques environnementales, mais que j'ai déjà discuté avec des élus strasbourgeois, écologistes, etc. Ben, je voyais bien, ils ne savaient pas qui était Elinor Ostrom, alors que c'est une référence mondiale incontournable là-dedans. Et elle propose justement de donner une autonomie locale très très forte. Hein. C'est une approche très décentralisée de l'économie et qui est une des plus grandes références au monde. Et ça n'imprègne absolument pas du tout les idées en France. Et ça, c'est assez étonnant. Ouais. Ça reste un mystère pour moi. Bien, ok, on va passer aux questions de la salle. Il y a peut-être des sujets qui interrogent ou des affirmations qui interrogent ou des précisions qui sont demandées. Bien, non. Mon cher Jean-Philippe. Bien. Une observation avant la question, si tu veux bien, dans les exemples que tu cites d'entreprises, de départ d'entreprises françaises, de départ d'entreprises de l'Alsace supérieure en France ou ailleurs. Tu as entendu que tu cites Adidas, moi je voudrais citer l'exemple de Lidl, qui s'est installé à Strasbourg. Les Allemands, quand ils viennent en France, ils viennent d'abord en Alsace, ils se sont mis à Strasbourg. 0 € de chiffre d'affaires en 1990 ou 40, je ne sais plus quand ils sont installés. Et plus de 16 milliards aujourd'hui. Eux-mêmes ont décidé de se transférer à Paris pour plein de raisons, et notamment des raisons d'infrastructure. On a un TGV qui va à Paris, sinon il ne va pas nulle part. On a un aéroport qui est minuscule, donc il y a toutes ces problématiques que tu connais. Ça, c'est juste l'exemple que je voulais donner. La question un peu trash que j'ai envie de poser, je suis convaincu de tout ce que tu dis, bien évidemment. Est-ce que c'est compatible avec l'État France, ça ? En d'autres termes, est-ce que la France est réformable en tant que telle? Elle est jacobine depuis des siècles. On fait des grands machins, des grands programmes de décentralisation, sous Mitterrand déjà et avant peut-être. Le général de Gaulle a été une bonne idée en 69 par le référendum à Dinan. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Alors, on a une solution, elle est sur les drapeaux, là, c'est l'autonomie, bon. Mais est-ce qu'on a une autre solution en restant intégré dans la France? La France est une fatalité pour l'Alsace. Oh là, ben là, c'est l'autonomie. Et on a demandé un Verhältnis, et ça vient du terme. Merci Valentin. Bon là, je crois qu'il faut qu'on se mette à plusieurs pour écrire un gros livre là, pour répondre à ça. Juste par rapport à Lidl, j'ai justement un ami qui travaillait au siège de Strasbourg et qui a déménagé à Paris pour suivre l'entreprise. Ça lui a finalement pas trop plu, alors il a quitté. Et maintenant, il ouvre des McDonald's dans le nord de l'Italie. Les affaires marchent bien pour lui quand même. Et voilà, et Lidl, ce qu'ils font, par contre, c'est... Alors, le groupe n'a peut-être pas annoncé, je ne sais pas si c'est un truc vraiment public, mais je l'ai appris il y a quelques jours et j'en ai parlé à mes étudiants pour qu'ils se positionnent, certains qui veulent travailler là-dedans. Mais Lidl va quand même rapatrier toute la gestion de paye à Strasbourg et il y a une création de 50 postes. Mais bon, c'est juste de la gestion de paye, hein, c'est tout, c'est rien de plus. Donc c'est plutôt c'est pas des trucs de recherche, de siège, etc. Ça reste limité à ça. Mais si jamais vous connaissez des gens qui cherchent dans la gestion de paye, non mais c'est beaucoup, même juste à Strasbourg, c'est déjà un gros bassin
de recrutement. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, ils ont proposé à leurs hautes salariés en France d'aller à Strasbourg. Ils étaient d'abord réservés pour leurs salariés en interne. Et apparemment, sur les 50 personnes, il n'y en a que 4 ou 5 qui auraient envie de venir en Alsace pour travailler. Donc, apparemment, les autres Français ne se précipitent pas pour venir chez nous. Mais en tout cas, il y a des postes qui sont ouverts. Sinon, vous revenez m'en parler, quoi, si vous voulez plus d'infos. Oui, par rapport au sujet, ça sera peut-être les débats de la fin de journée là, sur lesquels on reviendra sur la France. Pour moi, la seule différence, c'est que le système centralisé, il peut avoir des bienfaits quand même. Quand on a mis en place le plan pour les centrales nucléaires, par rapport à l'énergie, l'électricité, on est mieux placé que l'Allemagne, vous voyez quand même. Et dans les 30 glorieuses, quand il fallait produire à grande échelle des produits uniformisés, un système très pyramidal peut fonctionner. Mais dans une économie où on innove, où les clients ils changent d'avis tous les 3 mois, il faut s'adapter en permanence, c'est là que le système coince. Donc à un moment donné, on sera obligé de mettre de la fluidité dedans. Et de toute façon, sinon, c'est le FMI ou les autres pays de l'Union européenne qui vont nous forcer à faire ça en échange de prêts d'argent. Merci Jean-Philippe pour tes explications. J'aurais une remarque et une question. La première, en fait, une remarque, c'est de mon expérience propre. C'est que globalement, effectivement, je pense quand même que les structures économiques des entreprises se calquent fondamentalement sur la structure politique du pays dans lequel elles exercent. La France est quand même le champion du monde des grands groupes, les grands groupes parisiens, on parle maintenant des groupes qui sont dans le parapublic, l'eau, les déchets, les transports. Dans le domaine que je maîtrise un peu plus, que sont les travaux publics, voilà, c'est la même chose. On a les grands groupes qui agissent de manière mondiale et qui, globalement, se comportent en prédateurs dans les régions et qui finissent finalement par acheter toutes les entreprises de tradition régionale à partir du moment où il n'y a plus de transfert d'entreprises, entre guillemets, lorsqu'une entreprise familiale ou autre. Et on voit par exemple dans ce secteur des travaux publics qu'il y avait beaucoup d'entreprises, de très bonnes entreprises alsaciennes qui ont disparu, qui ont été rachetées par les grands groupes de BTP Conseil et malheureusement pas tout le temps avec un résultat heureux du point de vue de la qualité et de la mentalité de travail. Dans la mentalité, dans la façon de gérer les marchés, les travaux, les relations avec les maîtres d'ouvrage, on arrivait à importer en Alsace une culture assez conflictuelle du contrat qui n'existait pas forcément avant. Donc ça c'est une remarque. Et une autre question, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que tu as dit, ce qui s'est passé avant la fusion des régions. Et effectivement, comme beaucoup de choses, également culturellement, on a quand même, avec cette fusion de 2015, en fait, quelque chose qui est à la fois un révélateur et un accélérateur de tendance. Mais je voulais savoir si tu partages la même analyse. J'avais lu il y a quelques années une thèse d'un universitaire mulhousien qui étudiait le cas de l'industrie mulhousienne, en particulier celui de la SACM. Donc la SACM, vous savez tous que c'est prédécesseur d'Alstom, Alcatel et bien d'autres grands groupes. Alstom, dont le siège est à Saint-Ouen, dans l'ouest parisien maintenant. Voilà. Et qui disait qu'en gros, toute cette industrie alsacienne qui a fait vraiment la richesse de notre région, en fait, a commencé à être inquiétée dans les années 50-60, à partir du moment où ils ont fait la transition de groupe familial, donc familial avec un très fort ancrage local, c'est-à-dire un réseau de banques locales avec des entrepreneurs locaux, des ingénieurs locaux, une main-d'œuvre locale, etc. À partir du moment où ils ont fait cette transition-là avec les sociétés anonymes, les fusions-acquisitions et finalement la déculturation de ces entreprises. Je veux savoir si c'est un constat qui a fait uniquement ce chercheur ou est-ce que c'est également quand même une réalité lorsqu'on étudie le cas alsacien. Ok, merci Jean-Georges pour ces éléments précis. Par rapport au jacobinisme d'entreprise, si on peut dire ça comme ça, c'est une très bonne remarque. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, récentes en plus, qui ont montré que les entreprises françaises ont un fonctionnement beaucoup plus vertical, pyramidal, hiérarchisé que celles des autres pays européens voisins qui nous entourent et que les entreprises américaines, qui sont, elles, beaucoup plus décentralisées. Mieux encore, il y a même quand on regarde les statistiques, on peut prouver que ce système plus pyramidal d'entreprise en France est issu d'un manque de confiance et donc ça se traduit par des problèmes et que ça altère les performances financières des entreprises. Donc les taux de marge plus faibles des entreprises françaises s'expliquent un peu avec ce centralisme
Et pourquoi est-ce que c'est plus centralisé? Bon, il y a tout ce système des grandes entreprises. Elles sont souvent gérées également par des gens qui sont issus des mêmes écoles que nos politiques à Paris. Déparisianiser la France, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal qu'il a dit à Colmar il n'y a pas longtemps, eh ben, on pourrait aussi peut-être un peu déparisianiser, remettre justement plus d'autonomie locale dans nos entreprises et du coup plus de gestion locale. C'est vrai que Mulhouse c'était vraiment un écosystème particulier à l'époque où on avait à la fois des ingénieurs, des techniciens, il y avait ces grandes familles, il y avait ces systèmes de banques localisés, ça faisait tout un écosystème. Et aujourd'hui, moi ce que je crains avec les communes alsaciennes, c'est aussi un peu comment les banques ont évolué. Parce qu'elles se sont conformées au nouveau découpage administratif. Hein. Si on regarde, ils font tous la caisse Grand Est. Moi qui connais quand même un certain nombre de cadres bancaires, m'ont dit, et qui travaillaient notamment près de Haguenau, qu'ils avaient perdu de l'autonomie suite à ce passage. Hein. Qu'avant, au niveau de certaines banques, je ne vais pas citer, mais qui pouvaient décider au niveau localement des projets. Maintenant, tout se passe plus haut. Et plus on fait ça, et plus on va favoriser toujours les grandes entreprises, les mêmes. Et avec ça, on affaiblit aussi la concurrence. Et moins il y a aussi de diversité en économie, moins il y a d'idées nouvelles qui apparaissent et d'innovation. Donc tout ça, c'est lié à ces problèmes-là. Donc effectivement, décentraliser le pays, c'est aussi de laisser de la place à tous ces PME dynamiques et innovantes. On en retrouve une multitude en Allemagne et en Suisse. Et en France, statistiquement, on sait qu'il y a un creux. On a tout autant de très grandes entreprises qu'en Allemagne, il y a à peu près 250 en France. Il y a des micro-entrepreneurs partout, donc en nombre d'entreprises micro, il y en a énormément. Mais entre les deux, il y a un gros trou. Il y en a entre 2 et 3 fois moins si on compare par rapport à l'Allemagne. Donc, et ça, c'est effectivement, je pense qu'on est dans le fond du diagnostic ici. On va prendre encore une dernière question, qui avait levé la main. Mais de toute façon, Jean-Philippe sera aussi là au niveau du verre de l'amitié. Donc je reste encore. Hein, j'écouterai sagement tout ce qui se fait. Merci. Bon, Jean-Philippe, je crois que je l'ai déjà dit, tu as écrit 2 ouvrages remarquables. Je crois qu'ils ont été, si je ne me trompe pas, diffusés auprès de certains nombres d'élus. Si je crois, non ? Enfin, diffusés, certains l'ont acheté, hein, voilà, par exemple. Mais je ne sais pas s'ils l'ont tous, hein, voilà, ça peut pas le dire. Et donc, je pense qu'il y a largement matière pour ceux de nos élus qui voudraient vraiment se battre pour la région Alsace. Il y a toute la matière qu'il faut. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus de certains élus qui auraient envie d'aller un peu plus loin que de faire semblant? Ouais, ça c'est une question qui peut... les retours... En fait, pour l'instant, je trouve quand même qu'il y a un certain nombre d'élus, ils se bougent quand même, hein, il faut quand même des réunions à Paris, ils essayent de convaincre, etc. Moi, je le vois parce que je suis souvent sollicité. Alors, avec Unserland, les rapports sont plus publics, vous voyez, on s'exprime publiquement. Après, vous prenez toutes les photos que vous voulez, vous mettez sur Facebook. Moi, il n'y a pas de problème, je partage et tout ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre parti qui m'a invité à m'exprimer comme ça, des choses. Des fois, ils m'ont contacté, ça s'est jamais trop fait. Et alors, c'est plutôt le truc de me contacter au fur et à mesure. Mais souvent, je trouve que c'est un peu par à-coup, c'est vrai, un peu en dernière minute. On n'a peut-être pas construit avec les élus toujours les dossiers de fond comme on le devrait. Peut-être parce qu'ils sont happés dans le quotidien, il y a des choses à faire, mais des fois, vous voyez, moi, on me contacte en me disant « Est-ce que tu pourrais me faire une note sur, je sais pas, l'innovation en Alsace, un truc comme ça, parce que y a France 3 qui fait une émission, il y a un passage demain après-midi à la télé, est-ce que tu peux rédiger un truc, envoyer ce soir encore ?» Alors, je lui dis oui, je peux reprendre quelques éléments, mais je ne vais pas faire une étude économique comme ça en 3 heures, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc souvent on me contacte, alors c'est « Ouh là là, on a une grande réunion avec le président du Sénat ou je ne sais pas qui, dans les trucs à Paris, il me faut des arguments, est-ce que tu peux m'envoyer des éléments ?» Donc souvent c'est plutôt par à-coup, il y a un truc qui s'organise et souvent c'est un peu trop fait, je dirais, en dernière minute. Et c'est vrai que quand on fait comme ça, alors nos élus souvent se raccrochent un peu à des idées simples. Je dis, j'ai fait mon estimation de 100 millions d'euros d'économie, alors ils vont grandir, oui c'est 100 millions d'économies, et puis ils vont le répéter 15 fois. Alors qu'en fait, au-delà de ça, les discussions de fond qu'on a sont beaucoup plus profondes ici. Et les choses en dehors, malheureusement, sont souvent un peu trop superficielles. Ce que je vois de manière plus positive, c'est hors des politiques, c'est par rapport à tous les réseaux chefs d'entreprise, ceux qui sont dans le monde de l'économie. Maintenant, j'ai de plus en plus d'invitations à intervenir aussi. Alors souvent, c'est plutôt dans des cercles, c'est pas des conférences publiques, donc j'en fais pas la promotion, mais il y en a quand même pas mal, j'en ai fait ces derniers temps. Et je vois que là, il y a des réflexions de fond, les constats sont de plus en plus partagés sur les difficultés.
Et il y a une prise de conscience qui me semble monter. Voilà. Maintenant, le temps que ça monte et le temps que ça se concrétise par des vrais projets, voilà. Okay. Mais il faut quand même se réjouir qu'il y ait une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Elle est très très imparfaite, hein, même si elle devait aboutir. Mais c'est peut-être qu'il y a quelques années, on ne l'aurait pas imaginé non plus, ça. Donc il faut quand même voir aussi des fois quand le verre se remplit un petit peu, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Voilà. Ben, merci Philmos. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors j'ai retenu... J'ai retenu qu'il nous faut une institution alsacienne avec des compétences en particulier fortes dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du travail transfrontalier et un certain nombre d'autres qu'on peut découvrir dans ton livre Réveiller l'Alsace. Merci Jean-Philippe déjà de consacrer une bonne partie de ton temps professionnel à notre belle région. Je ne travaille pas tous les week-ends non plus. et puis surtout de partager cela avec nous aujourd'hui. Merci Normand.